Ravi de vous retrouver, ravi de vous recevoir, Nicolas Dupont-Aignan. Alors, commençons par le commencement. Les propos de François Hollande commentés donc abondamment dans la presse ce matin, pensée confuse ou expression maladroite? Ah, je pense que c'est son inconscient qui a parlé, parce qu'il sait très bien que cette baisse est totalement artificielle. Ah, mais il connaissait les chiffres quand il est arrivé à Aubervilliers. Mais peut-être, il dit ça va prendre des mois, on a l'impression qu'il va annoncer plutôt quelque chose de négatif. Qui peut croire un instant que cette baisse de ce mois-ci est solide? C'est une baisse totalement artificielle. Il n'y a jamais eu autant de suppression de vrais emplois qui n'est compensée que par la création d'emplois d'avenir, c'est-à-dire d'emplois financés par le contribuable. Alors moi, je suis très heureux que quelques jeunes aient une occupation. Parce que c'est toujours mieux que rien. Mais la courbe se retourne. Non, la courbe ne se retourne pas. La courbe se retourne artificiellement parce qu'on crée de faux emplois qui ne sont pas des emplois d'entreprise, qui sont des emplois publics. Et quand vous avez réagi hier matin, vous disiez, j'ai retrouvé cette déclaration, finalement François Hollande a mis fin au sketch. Vous-même, d'une certaine manière, vous êtes tombé dans le piège de ses propres déclarations, croyant qu'il allait annoncer... Tout ça n'a aucune importance. Vous voulez que je vous dise franchement ? Tout ça, c'est l'écume de la vague. Oui, mais tout ça, c'est l'écume de la vague. La réalité, j'étais en Moselle, je vous disais tout à l'heure, avant de commencer, à Lunéville, il y a 2 jours. 15 000 emplois perdus en quelques années. À la Croix-Rouge, il y avait 150 repas servis à déjeuner. Il y a 4 ans, il y en a 300 aujourd'hui. On voit bien que partout, le tissu industriel s'effondre. Et c'est le tissu industriel de vraies entreprises qui crée la productivité, qui crée la richesse dans un pays. Alors, vous savez, on peut amuser la galerie avec une petite baisse parce qu'on arrose d'emplois d'avenir, on demande aux collectivités de prendre des jeunes pour 6 mois, 1 an. Mais ça, les chiffres, tout le monde les a et personne ne les comptait. 750 000 emplois industriels qui ont été supprimés en 10 ans. Oui, mais c'est ça l'enjeu. Excusez-moi, moi c'est pour ça que je me bats. Oui, d'accord, c'est-à-dire que c'est pour apporter des solutions à cela. C'est pour éviter que des entreprises... Une autre anecdote, parce qu'il faut parler de choses concrètes. Je voyais un chef d'entreprise... un appel d'offres pour changer 400 fenêtres dans un établissement. Il tire les prix au plus bas. Il dit, ça y est, je vais gagner, j'ai fait un effort de productivité. Et puis, il n'a pas eu l'appel d'offres. Et vous savez d'où sont venues les fenêtres ? De Pologne. 2 Smirmork. Et vous savez ce qu'il y avait derrière le Smirmork ? Il y avait un quart d'ouvriers polonais qui logeaient dans un Formule 1, pour ne pas citer l'hôtel. Ils sont payés 300 € par mois. Et François Hollande a demandé justement au gouvernement... Voilà la réalité. Non mais justement, François Hollande... 300 000 emplois polonais, François Hollande a pays. demandé au gouvernement justement que des dispositions soient prises contre ce qu'on appelle justement les travailleurs détachés. Mais il a demandé, il attend. Mais ce sont eux qui ont signé ça, entre nous. Ce sont les socialistes, ce sont aussi les dirigeants UMP qui ont signé cette circulaire, cette directive de détachement. C'est-à-dire que on ne peut pas demander à nos entreprises, mais ils demandent une amélioration à la marge. C'est pas ça. Il faut que la France dise stop, on ne joue plus. On n'accepte plus cette loi déloyale. Les entreprises françaises, les ouvriers français, ils sont prêts à se battre, je peux vous le dire. Mais il faut une concurrence loyale. Le libre-échange, oui. Mais la concurrence déloyale, non. Est-ce que vous considérez... On va crever. Il n'y aura plus rien dans notre pays si on continue comme ça. Est-ce que vous considérez que le SMIC en Allemagne, justement, est une bonne nouvelle en termes de concurrence loyale ? C'est une bonne nouvelle s'il est vraiment mis en application et si on met fin à cette directive détachement que la France devrait rompre. Si on avait des hommes d'État, ils iraient à Bruxelles et ils diraient stop. Mais ils ne peuvent pas le faire. Et vous savez pourquoi, Guillaume Durand ? C'est parce qu'ils ont signé tout ça. C'est leur œuvre. C'est eux qui ont fait ça. Vous connaissez cette phrase d'Einstein ? N'attendez pas de ceux qui ont créé les problèmes en France qu'ils puissent les résoudre. J'ajoute le en France, bien sûr. Je vous fais remarquer la une du Point, par exemple, où les gens qui tiennent des positions anti-européennes sont qualifiés, alors il y a toute une liste dans laquelle vous apparaissez, les néocons. Bon, écoutez... Signé Franz-Olivier Gisbert. Oui, on connaît Franz-Olivier Gisbert. Si Franz-Olivier Gisbert sortait du 6e arrondissement de Paris un peu et voyait la France réelle, je pense qu'il changerait d'opinion, parce que c'est un homme qui, en principe, est intelligent. Vous savez... On veut caricaturer ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme depuis des années. Et je l'ai fait. Ça fait des années que je dis, on va arriver à un désert industriel. Il ne faut pas demander à nos chefs d'entreprise de ne pas délocaliser si on fait tout pour qu'ils délocalisent. Fiscalité excessive, qui touche les PME. Euro trop cher. En Pologne, la monnaie a été dévaluée de 20%. En Angleterre, de 40%. Au Japon, de 30%. Donc voilà, vous mettez toutes les contraintes sur les entreprises françaises. Et vous êtes favorable à un euro du Nord, euro du Sud ? Non, je suis favorable à la sortie, vous le savez. L'euro va exploser en vol et c'est tant mieux, le plus vite sera le mieux. D'accord, mais vous allez exploser, c'est la fascination du pire. Mais non, au contraire. Vous-même, vous êtes en train de nous décrire un tissu industriel qui s'effondre. Si en plus l'euro s'effondre, tout s'effondre et debout la République. Mais non, regardez ce qui se passe en Angleterre quand même. Regardez pourquoi l'industrie automobile repart en Angleterre. Regardez pourquoi en Angleterre il y a des créations d'emplois tous les jours. Regardez pourquoi M. Cameron est en train de réussir avec la croissance.
Parce qu'il a sa monnaie, donc il a dévalué, comme le fait les Américains, les Chinois, les Japonais, les Suédois à leur époque, les Polonais. Alors moi, c'est curieux. C'est curieux. Il n'y a qu'en France qu'on ne veut pas voir ce qui se passe dans le monde. Et on m'accuse d'être protectionniste. Mais je regarde comment les pays réussissent. Et je veux vous dire que tous ceux-là qui nous traitent de néo-cons sont les premiers cons, pardonnez-moi. Parce qu'ils ne voient pas la réalité. Et si on continue à laisser la France à l'abandon, si on continue à taxer nos entreprises, à leur mettre des contraintes qu'ils ne peuvent pas supporter, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la misère et une explosion sociale. Ça fait suffisamment d'années que je le dis. Pardonnez-moi, vous le savez. Oui, dans le cadre de la perspective de 2017, Alain Juppé dit que l'un des axes, justement, de son éventuelle candidature, ce serait de défendre l'Europe. Mais l'Europe, en soi... Moi, je suis gaulliste. Je veux la réconciliation. J'ai soutenu l'Europe de réconciliation, de paix, de progrès social. C'est très bien. Mais là, c'est pas l'Europe. Ça n'a rien à voir. C'est une Union européenne gouvernée par des criminels économiques qui sont en train de conduire les peuples à la rupture sociale, à la rupture politique, au pire des nationalismes. Donc, au contraire, si on veut sauver l'Europe, il faut la changer radicalement. Il faut rompre avec ces traités. Et ça, c'est le rôle de la France, qui a été un des fondateurs de l'Europe. Donc, il ne s'agit pas de nous caricaturer parce que c'est facile. Ah, vous êtes anti-européens. Non. Nous sommes beaucoup plus européens que les autres. Vous êtes ombrageux, en tout cas. Pas ombrageux. Je vois la réalité depuis des années, je la vois venir. Mais il y a les entreprises françaises qui fonctionnent. Mais heureusement, ils se battent et heureusement qu'il y en a qui marchent. Pardonnez-moi, mais vous avez un peu de recul et de mémoire historique. La sidérurgie en France dans les années 80, elle a explosé parce qu'elle n'était plus compétitive. Actuellement, les entreprises qui sont touchées, elles ne sont pas que victimes de l'Europe ou de l'euro. Elles sont victimes de leur nature même, parce qu'il y a des entreprises qui fonctionnent très bien. Mais heureusement. Mais d'ailleurs, nos entreprises sont exceptionnelles, je voulais que je vous dise, parce que pour survivre à cette fiscalité, à cet euro trop cher, à cette concurrence déloyale... des entreprises qui ne sont plus, justement, capables d'assumer leur travail et, au fond, d'affronter la mondialisation. Il faut leur donner les moyens. Tous les pays qui réussissent dans la mondialisation sont comme au foot. Vous connaissez le football. Pas vous, je vais l'apprendre. Il y a une défense, il y a un gardien de but, il y a une défense et il y a une attaque. Si vous regardez la mondialisation, qui est une guerre économique, la 4e guerre économique mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des pays qui défendent leurs intérêts et qui en même temps attaquent. Mais ce que je demande, c'est qu'on ait une stratégie, un cap. Et quand je vois que certains pays comme l'Angleterre font baisser leur monnaie pour gagner des parts de marché, en même temps baissent l'impôt sur les sociétés pour attirer des capitaux, en même temps investissent dans l'énergie du futur, je me dis, tiens, est-ce que nous, on n'a pas des leçons à retirer? Donc vous considérez que François Hollande nous emmène vers le pire? Mais bien sûr, mais il fait la même politique que Sarkozy avant, en pire. Voilà, en pire. C'est tout. Mais parce qu'ils ont le même logiciel. Ils obéissent au même maître. Ils ne respectent pas le peuple. Ils ne respectent pas les PME qui créent de l'emploi. Tout à l'heure, vous expliquez... C'est elles qui vont créer de l'emploi, c'est pas les quelques multinationales. Votre volonté que tout le monde connaît de sortir de l'euro. Quand est-ce que ce rapprochement éventuel, il y a les municipales et évidemment les européennes que vous préparez, avec le Front National, sera envisagé? Dans les entretiens que vous donnez, vous dites, au fond, je pourrais commencer à discuter avec eux le jour où Jean-Marie Le Pen sera finalement sorti du dispositif. Est-ce que c'est vrai? Attendez, vous ne demandez pas... Quand vous recevez, par exemple, ici, un UMP... Parce que vous êtes quand même si je peux vous mais vous êtes un solitaire, même si vous avez des militants. Mais combien il y a de gens? Donnez-moi le nom, le chiffre. 13 000. Je vais vous dire un mot. Quand vous recevez un UMP ici ou un socialiste, ils défendent ensemble l'euro. Vous êtes d'accord? Ils l'ont défendu, ils l'ont signé, défendu, arc-bouté. Vous ne leur demandez pas... La plupart. Montebourg n'est pas pour. Bien sûr, mais enfin la majorité. Vous ne leur demandez pas... Une partie de la droite forte est contre aussi. Bien sûr, enfin ils ont toujours signé. Vous ne leur demandez pas de fusionner. Non, mais c'est vous, qui avez au départ... C'est vous qui au départ avez dit ça. De fusionner. Si je peux finir, vous ne leur demandez pas de fusionner. Eh bien, permettez que les Français aient le choix. Et moi, je sais qu'il y a des millions de Français qui ne veulent plus de ce système qui nous tue, mais qui ne veulent pas des extrêmes et du Front National. Et c'est normal que j'offre le choix qui en avez parlé d'un gaullisme de ce rapprochement patriote. Mais... Non, j'ai parlé. Et attendez, je sais ce qu'on veut. Je vais vous dire... Je ne veux rien du tout. Mais si, je voudrais que vous soyez clair, c'est tout. Mais je vais être clair. La pensée unique qui nous gouverne, c'est que s'il n'y a que le Front National qui subsiste pour demander une autre voie, eh bien, ils resteront au pouvoir, eux, qui nous mènent à la ruine. Alors, ça les gêne qu'il y ait un homme comme moi. Il y en a d'autres, Chevènement à gauche. Il y a d'autres personnalités qui disent ce système ne peut pas continuer. Et justement, nous voulons offrir aux Français une offre patriotique, sereine, tranquille.
tranquille, raisonnable. Même Chevènement, dans son dernier livre, vous savez, considère qu'il est impossible de sortir de l'euro. Mais on aimerait tellement m'assimiler au Front National, ça rendrait service à tous les défenseurs de la pensée unique. C'est vous qui avez parlé de la possibilité d'un rapprochement, non, jamais. À condition que Jean-Marie Le Pen sorte du système. J'ai répondu à une question et j'ai dit très clairement, répondez-y. La vérité, c'est qu'il y a bien évidemment des points communs, comme il y en a avec Chevènement, comme il y en a avec Montebourg, de tous les patriotes, mais que moi je suis un patriote gaulliste, républicain, et que je veux offrir aux Français ce patriotisme serein. Et j'ai dit que s'il y a des gens du Front National qui veulent me rejoindre, ils peuvent le faire, mais sur une ligne irréprochable, car il y a la vitrine de Marine Le Pen, elle a changé, c'est tant mieux, mais il y a aussi l'arrière-boutique qui ne me plaît pas beaucoup. C'est le père ? C'est pas le père, c'est beaucoup de choses. Et je crois, je vais vous dire, mais vous savez tout. Je vais vous dire très clairement, mais vous savez, on travaille pour les auditeurs. Les auditeurs, ils sont pas idiots, ils savent aussi. Les auditeurs auront, notamment aux élections européennes, le choix entre des européistes qui ont signé tous les traités, les Verts, les centristes, les socialistes, les UMP, ça fait du monde. Eh bien, laissez-leur au moins le choix d'avoir peut-être le Front National et d'avoir les gaullistes républicains de mon mouvement. Et ils auront le choix. Je disais, vous êtes à titre personnel ombrageux. Pourquoi ombrageux ? Mais j'aime mon pays. Je termine. Pourquoi ombrageux ? Mais pourquoi vous avez quitté votre famille d'origine, justement ? Mais parce qu'elle a trahi la France. Parce qu'elle a signé le traité de Lisbonne, qui était un traité qui avait été refusé par le peuple français. Et elle l'a fait signer, elle a dérobé par le Parlement dans le dos du peuple. Parce qu'elle a signé tous ces accords européens qui nous mettent dans le mur. Et parce que je sais qu'il faut offrir une autre voie aux Français. Et je veux justement pas que le Front National ait le monopole de cette voie. Je veux que les Français aient le choix. Ceux qui votent Front National, eh bien, ils votent Front National, je les respecte. Mais des millions de Français, encore une fois, qui viennent de gauche ou de droite, ont envie de se débarrasser de ce système sans renverser la table. On peut changer de politique sans renverser la table. C'est ce que je propose. Comment voulez-vous qu'un parti qui a 13 000 adhérents ou sympathisants, ou les Verts, ce congrès ce week-end, 11 000 personnes, simplement en France, c'est-à-dire, en gros, ça fait un quart ou un cinquième du Parc des Princes, ils aient une influence sur la politique d'un pays qui a plus de 60 millions d'habitants? Mais, pardonnez-moi, mais le général de Gaulle, quand il a commencé, il n'avait pas grand monde. Gandhi, quand il a commencé, il n'avait pas grand monde. Lula, au Brésil, quand il a commencé, il n'avait pas grand monde. Obama, quand il a commencé sa primaire, il n'y avait pas grand monde. Donc, pourquoi dans notre pays, on devrait interdire à des Français, j'ai quand même eu près d'1 million de voix à la présidentielle, c'est pas grand-chose, je sais, mais c'est quand même 1 million, alors qu'on me mettait à 0. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'offrir une autre voie ? Vous voulez qu'on reste avec ce trio infernal, PS, UMP, Front National, et ça tourne manège ? Madame Le Pen gueule, les autres disent c'est pas bien, et on continue dans le mur ? C'est ça que vous voulez ? Moi, je veux autre chose. En tout cas, vous pourriez reprendre la phrase de Luther King, I have a dream, puisque vous avez cité quand même Obama. Oui, Martin Luther. Je ne suis pas si ombrageux que vous croyez. Comment ? J'aime mon pays. Non, mais enfin, les personnages que vous avez cités sont des personnages qui ont effectivement... Je ne me prends pas pour eux, j'ai pas cette prétention. Voilà. Je dis simplement qu'on a le droit d'initier des actions et de commencer quelque chose. Debout la République, Nicolas Dupont-Aignan, en direct ce matin sur LCI, sur l'antenne de Radio Classique. Merci à vous. Bonne journée à vous. Bon week-end. Tout à l'heure, c'est Luc Ferry qu'on recevra.